Bonjour Claire, bonjour Marc. C'est vraiment gentil à vous de m'accorder un tout petit peu de temps. Dans le cadre de notre démarche Apprendre ensemble, on essaye de mettre en commun, de s'apprendre entre coachs, consultants, formateurs. Ça fait des années que cette problématique vous tient à cœur. Comme je vous le disais, vous êtes mes héros, donc vous m'avez inspiré très fortement. Et j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est que Apprendre ensemble? Alors, moi, j'ai deux, trois racines autour de Apprendre ensemble. Lorsque je suis entrée au lycée, donc en 6e à l'époque, mes parents n'avaient pas étudié ni l'anglais ni le latin. Et pour nous aider à apprendre, mon père a appris en même temps que nous, avec les devoirs qui nous étaient donnés, a appris en même temps que nous l'anglais et le latin. C'est-à-dire que j'ai déjà expérimenté petite, j'avais 10 ans, que apprendre ensemble fait que chacun apprend beaucoup mieux, y compris celui qui accompagne. J'ai expérimenté apprendre ensemble quand j'ai été enseignante, parce que tout en apprenant à mes élèves, en leur apprenant à apprendre, j'apprenais mon métier, et j'ai appris mon métier avec d'autres enseignants du mouvement Freinet, avec lesquels on se retrouvait le jeudi, jour de congé, pour se regarder faire la classe mutuellement et apprendre ensemble à faire la classe. Et donc, pour moi, apprendre ensemble, c'est à partir des questions, des questions que nous partageons, c'est se donner ensemble un chemin à faire, s'apprendre réciproquement, coopérer pour que chacun réussisse et vérifier ensemble que nous avons appris ensemble et sans doute pas tout à fait les mêmes choses et nous avons vraiment appris ensemble. Et toi Marc, tu as le même... Alors moi je dirais deux choses à propos de cette question-là. Je dirais quelque chose sur le secret de Polichinelle, comme elle vient de le redire, mais je vais le redire autrement. C'est-à-dire que quand on met des enfants, et probablement des adultes identiquement, en position de tuteur, l'un tutoré, l'autre tuteur, il est probable que quand ça marche bien, le tutoré bénéficie de cette situation, mais ce qui est sûr toujours, c'est que le tuteur en profite toujours davantage. Lui, le tuteur, il consolide les apprentissages. Il est dans une situation où ce qu'il apprend avec l'autre, il le consolide mieux que jamais parce qu'il a été celui qui offre. Ça, c'est une première forme. Et puis, dans le réseau d'échange réciproque de savoir, on a pas mal expérimenté, ça, il faudra peut-être expliquer davantage ce sont les réseaux d'échange réciproque de savoir, mais on a pas mal expérimenté l'apprentissage coopératif. On se met autour d'un sujet, et aussi divers souhaitons, et on fait en 2 ou 3 étapes le tour de ce que chacun sait d'un sujet, on rebondit les uns les autres pour vérifier, valider ce que les autres savent. Dans une 3e période, on va chercher des apprentissages ou des éléments de connaissance à l'extérieur. Et dans un 4e temps, on apprend ensemble à se projeter, on apprend ensemble à coopérer, on apprend ensemble à aller plus loin dans l'apprentissage ou dans la pratique tirée de cet apprentissage. Alors, tu viens de parler, Marc, des réseaux d'échange réciproque des savoirs. Est-ce que Claire ou Marc, l'un des deux ou les deux, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que ce réseau ou ces réseaux d'échange réciproque des savoirs? Alors, je pense qu'il faut partir du postulat. Le postulat, il est, je pense, pas mal partagé, mais pas forcément par tout le monde. Le postulat, c'est chacun, tout un chacun d'entre nous, et ça vaut pour tous, sans aucune exception. C'est beaucoup plus de choses qu'il ne le sait et que la société ne le voit, et beaucoup plus ignorant qu'il ne le croit et que la société ne le sait. Et donc, partant de ce postulat, donc chacun savant et ignorant, nous allons proposer, donc 2e étape, une proposition qui se fonde sur du désir, sur de l'engagement, sur de l'altruisme, sur de la volonté d'apprendre. Chacun va être offreur et demandeur de savoir, connaissance, savoir-faire. Et 3e étape, le passage à l'acte. Les actes qui vont en découler, c'est que chacun sera accompagnateur des apprentissages d'autrui, c'est-à-dire ce que j'ai été capable d'apprendre,
Je suis convaincue que toi ou que d'autres sont capables aussi de l'apprendre et donc je peux t'accompagner pour le faire. Et deuxième position, tout le monde capable d'apprendre. Le travail même, le premier travail dans un réseau d'échange réciproque de savoir, étant d'aider chacun à repérer, à nommer et à décrire ses savoirs et ses ignorances. Et donc, à travers le nommer ses savoirs, ce qui se passe profondément, c'est que c'est une façon de se nommer apprenant, c'est-à-dire de prendre conscience que l'on a déjà beaucoup plus appris qu'on ne le sait, puisque nous avons une représentation des savoirs et des apprentissages qui les referment beaucoup sur le scolaire, et donc on s'aperçoit qu'on a appris beaucoup plus qu'on ne le sait, et partout. Et donc, à partir de là, le mot le plus important de ces trois formulations, c'est sans doute le « et », parce que c'est ce « et » qui réinterroge, d'une part, nos propres représentations du savoir de nous-mêmes et de l'autre, et de l'apprendre, mais aussi qui réinterroge les organisations autour de l'apprendre et de l'éducation et de la formation. Et donc, à partir de là, peut-être que le plus simple est de donner un exemple. Dans mon réseau d'échange réciproque de savoir situé sur la ville d'Évry, il y a quelques années, je formule une demande d'économie. J'ai besoin de savoir en économie pour mon métier. Et donc, je veux mieux comprendre ce qu'est le PIB, comment il est fabriqué et à quoi et à qui il sert. Je veux mieux comprendre les questions autour du chômage. Donc, je ne formule pas une demande d'économie comme ça en l'air. Ça m'oblige à préciser mon attente. Par ailleurs, j'offre de la danse folklorique. Lorsque ma demande paraît dans le cadre du réseau, qui touche plus de 1000 personnes, dans les prix de tous les âges, lorsque ma demande paraît, 15 personnes, en voyant cette demande et qui n'avaient pas pensé à demander l'économie, se disent « mais nous aussi ça nous intéresse cette question de comprendre le chômage et l'emploi, de comprendre le PIB, de comprendre l'OMC, etc. » Et 2 personnes se disent « mais nous là-dessus on peut, ça nous passionne suffisamment pour que nous puissions accompagner ce groupe. » L'un des 2 étant professeur d'économie à la faculté. On organise entre ces 2 offreurs et les 15 demandeurs, on organise une rencontre pour qu'ils se mettent en relation avec un intermédiaire qui est là à la fois comme garant qui vont s'écouter mutuellement et comme témoin de ce qui va se passer. Et la première chose intéressante qui se passe, c'est que les offreurs commencent par écouter les demandeurs, ce qui, convenons-le, est un peu l'inverse des systèmes habituels de formation. Écouter les attentes des demandeurs, leur poser des questions pour mieux les comprendre. Ensuite, les demandeurs écoutent les offreurs, ce qu'ils ont à proposer, leur poser des questions. Et ensemble, ils vont prendre des décisions sur ce qui les concerne, c'est-à-dire sur leur formation, contenu, chemin d'apprentissage, à réajuster si besoin, les modalités concrètes, le matériel, la fréquence, la durée, le lieu, etc. Et dans le groupe économie, vous avez Céline, donc, qui reçoit l'économie et qui, elle, dans le cadre du réseau, offre l'espagnol. Son offre d'espagnol intéresse 3 personnes qui avaient demandé l'espagnol et à qui ça répond, et 2 personnes qui n'y avaient pas pensé, qui, en voyant une offre, se disent « mais ça m'intéresse ». On les fait se rencontrer. Dans le groupe espagnol, vous avez Marie-Thérèse, qui donc apprend l'espagnol avec 4 autres personnes, et Céline, et qui, elle, en échange, offre d'apprendre à lire, et elle apprend à lire un jeune Africain de 19 ans, qui, lui, en échange, offre la fabrication d'instruments de musique africains avec des objets de récupération à des enfants, des jeunes et des adultes, dont l'un offre la philo, un autre la cuisine, un autre l'aquarelle. Voilà, vous avez un peu une idée de ce que ce type de réseau, quand ça marche sur une ville, va concerner. On n'est pas dans l'intergénérationnel, on est dans toutes les générations ensemble. On n'est pas dans l'interdisciplinaire, on est dans tous les savoirs ensemble. On est non pas dans l'interculturel, mais dans toutes les cultures ensemble. Mais quand ça se passe dans le cadre d'une entreprise, les savoirs échangés vont concerner les savoirs nécessaires au métier du professionnel. Quand on est dans une classe, moi j'ai vu ça dans une classe 4e et 3e, mis en place par le professeur de français, les savoirs offerts et demandés concernent la grammaire. Au bout de 2 heures de grammaire, les enfants disent, de 4e et 3e quand même, qui habituellement ne s'intéressent pas beaucoup à la grammaire, disent déjà. Et quand c'est dans un établissement scolaire, les savoirs soit peuvent concerner le scolaire,
soit peuvent concerner après tout tous les savoirs, parce qu'en passant, chaque savoir peut être un tremplin vers l'autre savoir. Et par exemple, on a vu qu'un offreur de bâtons en papier dans une école primaire avait été un déclencheur d'abord d'un immense projet collectif pour toute l'école, et deuxièmement d'apprentissage de la géométrie au niveau de sa classe. Moi, j'aurais une question à poser à Marc. Depuis que tu es dans ces réseaux d'échange réciproque des savoirs, qu'est-ce que toi, tu as appris sur les liens sociaux, sur l'humanité qui se dégage de tout ce que vient de nous dire Claire? Alors, deux choses principalement. D'abord, quelque chose sur la notion de réseau. Le réseau qui résout cette difficulté qu'on a en permanence de savoir si ce qu'on doit penser, ce qu'on doit entreprendre, doit principalement être local ou principalement global. On est, avec le réseau, on est dans quelque chose qui est concret, local, singulier et susceptible d'être approprié par chaque personne et de surcroît relié, sans limite de la façon dont on peut se relier. Donc on est dans une situation, à travers le réseau, qui a quelques caractéristiques assez extraordinaires que je balaye. C'est un système avec un centre sans centre et avec des multiplicités de centres, donc on pourrait expliquer ça de façon plus détaillée, mais on est devant une structure sociale qui facilite, puisqu'on y a un peu réfléchi ce matin, qui facilite l'humanisation, dans le sens où je suis obligé d'être attentif à autrui. Je suis obligé d'être confiant, puisque la personne, je vais la revoir demain matin, je vais travailler avec elle demain matin, Donc, des choses apprises beaucoup autour de la notion de réseau. Mais il y a un apprentissage qui est plus grand que celui-là encore, c'est un apprentissage sur la circulation des dons. On est, et nous sommes tous habitués à raisonner en termes de dons reçus, dons rendus. Eh bien, le réseau dit autre chose. Le réseau dit, sur le don, on peut entrer dans des démarches qui sont « je donne », je reçois, tu donnes aussi, tu reçois aussi. On passe d'un système en 3 temps, le don, la réception, le contre-don, à un système en flux. Il n'y a pas de 3e temps. Le 3e temps est égal au premier. Et chacun devient à son tour celui qui peut donner, celui qui peut connaître la satisfaction humaine de donner. Et dans le bout de cette humanisation, il y a la possibilité pour chacun d'expérimenter ce que c'est que donner. Et le bonheur de donner. Et vraiment le bonheur de donner. Et le bonheur de donner. On n'est Donc, pas dans rendre. quand on travaille sur l'humanisation, on est sur des compétences psychosociales, de bienveillance, d'attention, d'accueil, mais on est jusqu'à cette découverte qu'on n'a pas pu faire autrement qu'en voyant que ça s'appliquait au savoir. Moi j'ai partagé mon savoir, il n'a pas diminué, même assez régulièrement on s'aperçoit qu'il augmente de se communiquer. Donc on est dans un système qui, relativement à l'économie des dons, à la circulation des dons ou à la satisfaction, à la gratification de données, on est devant quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir décrire de façon aussi pertinente par rapport à la satisfaction du don, à l'épanouissement du don, qu'on a pu y accéder. Mais ça, il y a 40 ans ou un peu plus, on aurait été fichtrement incapable de comprendre qu'on allait aboutir à quelque chose qui signifiait autant à propos du don. J'aurais une dernière question à vous poser pour conclure cet échange. Quels seraient les 3 conseils que vous nous donneriez, ou alors 2 ou 7, comme vous voulez, pour mieux apprendre ensemble? Alors, quelque chose d'abord sur justement la question de la réciprocité. Non pas, je crois que la réciprocité, elle est dans tous les systèmes de relations. Il n'y a pas de véritable relation sans réciprocité. Et tout le temps, je peux faire de ce que je vis avec l'autre une occasion d'apprendre, tout le temps. C'est ce que disent les enseignants quand ils disent « j'apprends beaucoup de mes élèves », c'est ce que disent les travailleurs sociaux quand ils disent « j'apprends beaucoup avec les gens que j'accompagne ou que j'aide ». On est dans autre chose là, on est dans vraiment la question de la force de la réciprocité pour apprendre. C'est-à-dire qu'à travers au moins, on pourrait dire 6 dimensions de cette réciprocité. Cette dimension du don. Je suis là et comme tout un chacun, je suis capable
de donner mes savoirs, mes savoir-faire, mes compétences pour construire du commun et à égalité avec tout autre. Donc ça remet ça concrétise cette question de l'égalité. J'entends beaucoup mieux ce que dit l'autre si nous nous parlons comme des égaux. Je peux faire de sa parole, et apprendre c'est ça, c'est faire de la parole d'un autre, que ce soit un livre, un intervenant, un événement, une parole que je me redis à moi à l'intérieur, une parole interpersonnelle, une parole intrapersonnelle. Mais pour cela, nous devons être dans une relation d'égalité. Et la parité signifiée dans les réseaux est un instrument, on va dire, de l'égalité. La troisième dimension, c'est celle que rappelait tout à l'heure Marc, c'est-à-dire que mesurer qu'en étant offreur de savoir, il y a au moins 3 moments où c'est moi qui apprends. Le moment où je prépare l'accompagnement d'autrui, où je reviens sur mes savoirs, où je les reparcours, le moment où je les reformule pour accompagner autrui, pour revoir avec lui ce qu'il est en train d'en faire, et le moment où je réponds à ces questions parce qu'il me permet de regarder mes savoirs d'ailleurs. Et quand je suis demandeur de savoir, eh bien, je fais ce qu'il ne se fait pas la plupart du temps dans les systèmes de formation, c'est-à-dire que je me fais chercheur de savoir. C'est moi qui me dis, ça je ne le sais pas, je le demande, je le cherche, et ça change tout. La 4e dimension de cette réciprocité en étant dans les 2 rôles à la fois, on apprend les 2 rôles. Je rêve d'une institution où tous les enseignants seraient apprenants, et où tous les apprenants et élèves seraient eux aussi ceux qui transmettent. Parce qu'ainsi, ils comprendraient beaucoup mieux comment on apprend et comment on transmet, et ils comprendraient beaucoup mieux ce que c'est que apprendre. La 5e dimension de cette réciprocité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une réciprocité coopérative. Nous construisons ensemble, y compris dans des systèmes formels comme l'école. Nous pouvons construire ensemble le système qui nous forme. Et la 6e dimension, elle est la plus difficile à atteindre, c'est-à-dire développer une conscience de la réciprocité dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que nous pensons, Denis et moi par exemple, nous pensons en réciprocité, mais si l'un de nous ne se pense pas en réciprocité avec l'autre, nous avons encore du chemin à faire pour aller vers la réciprocité. Et donc, moi, c'est 6 conseils en un seul. C'est développer dans les pratiques pédagogiques. Pour moi, la bonne pédagogie, d'abord, la bonne pédagogie, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que la pédagogie, c'est l'accompagnement, c'est faire le chemin. Et donc, tout le reste, c'est pas de la pédagogie. Et la pédagogie, elle n'est que plurielle. Elle ne peut être que plurielle, qu'une co-construction, qu'un cheminement ensemble. Et donc, effectivement, il y a des moments où c'est du frontal qui marche bien, d'autres moments, c'est du travail de groupe, d'autres moments, c'est du travail individualisé, d'autres moments, c'est de l'échange réciproque, d'autres moments, c'est la situation que vous avez proposée, qui est de chercher ensemble à se questionner sur un ouvrage, etc. C'est ça la pédagogie et la bonne pédagogie. Et à l'intérieur de cette bonne pédagogie, parce qu'elle est plurielle, parce qu'elle est multiple, parce qu'elle introduit l'hétérogène dans nos façons de travailler, la reconnaissance de notre hétérogène, y compris à l'intérieur de chacun de nous, hein, là-dedans, eh bien, on pourrait dire le don réciproque des savoirs plutôt que l'échange réciproque, ce serait un mot plus juste que l'échange, le don réciproque des savoirs, la formation réciproque, où chacun serait à un moment offreur, à un autre moment demandeur, est une démarche efficace pour apprendre, efficace pour construire de la confiance en soi et de l'estime de soi, efficace pour se reconnaître mutuellement et efficace pour construire un commun dans lequel chacun est reconnu comme digne d'en être et de le construire. Voilà, voilà, c'est dit avec un peu de passion, mais c'est pas pour convaincre, c'est pas du tout pour convaincre, c'est parce que je suis convaincue par les effets que j'en ai vus, aussi bien dans des écoles pour les bons élèves auxquels ça a permis d'aller plus loin tout en leur apprenant la solidarité, à des élèves en difficulté qui ça a permis de restaurer et même de reculer le seuil de tolérance à ce qu'on leur fait subir quelquefois. C'est-à-dire, j'ai entendu moi une de mes élèves me dire, après 3 ans dans votre classe, quand je suis arrivée au collège, je n'acceptais plus qu'on me traite de mauvais élève. Je ne pouvais pas le dire,
mais intérieurement, je savais qu'ils avaient tort et que moi, j'étais capable d'apprendre. Et je trouve que ça, je l'ai vu, et c'est pour ça que ça me... c'est émotionnellement aussi, c'est ma tête qui parle, c'est ma pratique qui parle, mais c'est aussi au niveau du cœur que ça m'a touchée, parce que j'ai vu tellement de chemins se reprendre, ou de beaux chemins, donc ce qui est reconnu habituellement comme de la réussite sociale, se transformer en ajoutant comme dimension de la réussite sociale l'attention aux autres, qui est si souvent oubliée dans ce qu'on nomme la réussite sociale. Un immense merci Claire, un immense merci Marc pour ce temps que vous m'avez consacré, que vous nous avez consacré. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci à vous. Merci. Un peu.